Alors, mon cher Teddy, bonjour. Bonjour Anne, bonjour tout le monde. Tranquillité.fr, Louise Maïna, bonjour. Gaëlle, bonjour. Virginie, ma co-animatrice, bonjour. Christophe et Christelle. Et on va attendre d'autres invités ou d'autres personnes qui arriveront peut-être après. Alors, je voulais d'abord me présenter à nouveau, même si vous tous, vous me connaissez ici. Je m'appelle Anne Margalin, je suis 3 fois aidante de mes 3 sweet papis et mamies, 91 et 96 ans, bientôt 97. Et je suis donc proche aidante et éloignée aidante en même temps. Je suis animatrice d'un podcast qui s'appelle Sweet Papi Podcast et je suis également fondatrice d'un centre de ressources audio et visio autour de Sweet Papi. Voilà. Et je vous présente Virginie, qui est ma co-animatrice, qui a également un podcast que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je m'appelle Virginie, je suis sophrologue et coach de vie et je suis également l'animatrice du podcast La Voix Positive pour vous amener une bulle de sérénité pendant quelques instants. Et avec Anne, nous espérons pouvoir vous apporter toute cette sérénité dans le sujet qui nous convient aujourd'hui, qui va être très intéressant. Ok. Louise Maïna, tu es là, je te laisse te présenter parce que tu vas intervenir aussi un tout petit peu en fin de séance. Oui, effectivement. Je vais faire un petit bout à la fin de la merveilleuse rencontre avec Teddy. C'est un sujet que j'aime particulièrement, même si je n'en parle pas souvent. Mais là, tu me donnes l'opportunité, Anne, d'en parler et c'est parfait. Donc, moi, je suis coach de vie. Ça fait 25 ans que je suis dans le domaine de la santé complémentaire. J'ai aussi 2 podcasts, Phoenix et Dragon et du potentiel au succès. Aujourd'hui, je vais vous parler à la fin de cette rencontre en mettant mon chapeau d'aromathérapeute, naturellement, pour la fin de vie. Ah, quel sujet passionnant. Merci beaucoup. À tantôt. Gaëlle, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Gaëlle, je suis praticienne de Shiatsu et j'accompagne les personnes en deuil, notamment dans le cadre du deuil périnatal, mais pas seulement, par les soins du corps parce que le deuil a souvent des répercussions psychosomatiques importantes. Et puis par la créativité, par des ateliers de carnet de deuil créatif aussi. Et puis j'ai un podcast aussi qui parle de la mort et du deuil, voilà, qui nous rassemble un peu. Donc oui. Voilà. Alors, il nous reste Christelle. Je te laisse te présenter. Bonjour, donc Christelle. Donc déjà merci de cette conférence et puis de m'avoir conviée. Donc moi j'accompagne, je conseille les proches aidants de leurs parents âgés qui se retrouvent démunis et dépassés face à cette nouvelle réalité qu'ils doivent désormais prendre en considération. Et j'ai également un podcast, Secours mes parents vieillissent, et j'ai écrit un guide pratique témoignage, devenir le parent de son parent ou presque, où je partage mon expérience avec l'ambition de pouvoir peut-être aider d'autres proches aidants qui, comme moi, le sont devenus un peu brutalement et qui étaient dépassés, pour leur permettre de ne plus l'être. Ouais, merci beaucoup, Christelle. Christophe, je te laisse te présenter. Très bien. On n'est pas beaucoup, donc je préfère qu'on sache tous à peu près ce qu'on fait. Non, pas de souci, surtout que je ne suis pas dans la lumière aujourd'hui. Non, c'est le cas de le dire. Donc, je suis Christophe Axel, le fondateur du cabinet CAEC, spécialisé dans la mise en place et le suivi qualité des prestations à domicile, à savoir les auxiliaires de vie, voilà, pour assurer des prestations conformes aux attentes, pour soulager les aidants familiaux. Et donc, je les accompagne jusqu'au bout et au-delà. Pour faire simple, voilà. Pour faire simple. OK. Maintenant, je vais demander à Teddy de nous parler de tranquillité.fr et de toi pour le podcast Vivant. Et puis, on passera après sur les différentes questions que je voudrais aborder.
Ouais, donc du coup, merci pour l'invitation, Anne. Donc moi, c'est Teddy Bredelet, donc fondateur de Tranquillité.fr, qui est un service qui accompagne les familles dans toutes les démarches administratives à réaliser suite aux obsèques d'un proche. Voilà, et animateur également d'un podcast qui s'appelle Vivant, que j'anime depuis 2 ans maintenant, où dans Vivant, on explore un petit peu la vie, le deuil, la mort. Il y a des témoignages, il y a des ressources pour aider, il y a de l'éveil à une vision autre de la vie et de la mort, surtout, voilà, pour voir ces moments autrement. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Alors, je voudrais... hop. Voilà, Julie. Je rajoute une personne. Excusez-moi, le chat de la mort qui passe. Julie, bonjour. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour, pardon pour mon retard. Je suis Julie Talon-Crouzet, je suis animatrice de Carnet de deuil, donc formée par Nathalie Hanot en Belgique. Je suis également bénévole écoutante au sein de Vivre son deuil à Caen et co-animatrice des apéros de la mort à Caen également pour l'association Happy End. Voilà, entre autres choses. Il n'y a pas grand monde, mais il y a du beau monde quand même. C'est un beau plateau. On ne peut pas le dire, mais c'est un beau plateau quand même. Alors, j'attends une aidante. J'espère qu'elle va venir. Mais en attendant, je voudrais démarrer par la première question qui est importante pour moi par rapport au thème d'aujourd'hui. C'est parler de la mort avec nos proches. Alors moi, j'ai entendu il y a très peu de temps une interview de Rosette Poletti, je pense que vous la connaissez tous ceux qui sont dans ce domaine, 84 ans et qui forme les professionnels à l'accompagnement de la fin de vie et qui parlait de l'importance au moment de la, pas forcément de la fin de vie, mais avec nos aînés, à quel moment on pouvait aborder ce sujet-là et de quelle manière on pouvait le faire. Donc j'aurais aimé, Teddy, tu commençais par toi, puisque tu es quand même l'invité principal, hein, et avoir ta position par rapport à ça, compte tenu des témoignages que tu as pu avoir avec ton site et avec tes clients, entre guillemets. Je te dirais que en fait, je sais. Est-ce que c'est une obligation d'en parler? Je n'irai pas à dire que c'est une obligation, en fait. Chacun, je pense qu'on peut s'autoriser à en parler à partir du moment où on ressent que c'est possible. Aller forcer quelqu'un à parler de sa propre mort, ça peut être excessivement difficile et tu peux pas, parce que toi, ça te fait du bien en tant que proche aidant. Et c'est très rigolo de voir le chat qui... Je veux être sur cette visio, absolument. Elle veut venir. Elle veut venir. Mais tu peux pas forcer quelqu'un à parler de la mort ou à parler de sa propre mort. C'est une difficulté extrême à recevoir. Et puis surtout quand la personne est en train de... Enfin voilà, est sur une fin de vie, on va dire ça comme ça. C'est très, très difficile. En général, par contre, il faut être quand même à l'écoute de ses propres ressentis à soi. Et aussi on va dire alors c'est subtil, hein, c'est vraiment subtil, mais est-ce que la personne qu'on a en face, par des mots ou essayer d'aborder le sujet délicatement, voir un petit peu si elle se braque, si elle est ouverte, si elle peut le faire, etc. Mais je n'irai pas dire que, voilà, est-ce que c'est une nécessité absolue? C'est mieux si on peut l'évoquer. Moi, je pense que c'est mieux si on peut l'évoquer déjà bien en anticipation, si tu veux, quand la personne n'est pas sur ce processus-là. Tu vois, moi, 36 ans, j'en ai déjà parlé avec ma mère. C'est carré de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mon père, je sais que c'est impossible d'en parler, par exemple. Tu vois, et t'as beau travailler dans le milieu, entre guillemets, d'être familier avec l'écoute des gens en ces moments-là, etc., tu peux pas forcer quelqu'un. Non, mais tu as des gens, tu as des personnes, dans nos proches, tu en as qui voudraient nous dire des choses ou qui voudraient quelque part exaucer des vœux ou dire, ben voilà, je voudrais une dernière fois faire ça. Et ce dialogue, il est parfois difficile parce qu'on dit, ben, on va le faire parce que tu ne vas pas tarder à mourir. On sait que l'échéance, elle est proche. Et c'est comment est-ce que nous, en tant qu'aidants, on les entend, mais on a du mal à s'approcher de ça, de leur demander, quoi. Est-ce que tu as envie d'aborder, enfin, tu vois, ça c'est l'ouverture d'esprit de tout un chacun.
Est-ce que tu es prêt est-ce que chacun d'entre nous, franchement, est prêt au quotidien à se projeter sur la mort d'un proche? Je suis pas sûr. C'est vraiment... Tu peux pas, à mon sens, ça me paraît délicat en tout cas, de passer du tout au tout. Si tu n'en as jamais parlé, jamais, tu peux pas te faire une raison ou complètement te transformer. Par contre, peut-être se mettre dans l'esprit, si on arrivait à se mettre dans l'esprit en fait que parler simplement de ce sujet-là et le fait de recevoir comme une réalité que, sauf erreur de ma part, on va tous mourir un jour, voilà, d'une façon ou d'une autre, à un âge plus ou moins avancé, etc. Le fait de vraiment profondément l'intégrer et de cheminer soi-même déjà sur sa propre finitude en se disant, bon, voilà, un jour je vais mourir, et de l'accepter, et de vraiment l'accepter, il y a déjà du chemin de fait, en fait. C'est difficile d'en parler parce que ça te renvoie simplement à ta propre mort à toi. Moi, j'aimerais en tant qu'aidante pouvoir dire à mes proches, écoute, il va y avoir une tonne de documents à faire, il va y avoir une tonne de choses à faire. J'aimerais pouvoir en discuter avec toi, savoir où sont les papiers, parce que justement, il y a quelque chose qui se rapproche. Où est-ce que tu veux être enterré, etc. Je vais peut-être laisser la parole à Julie, qui connaît, et ensuite peut-être Gaëlle aussi. Bonjour, Justine. Bonjour, Justine. Bonjour, désolée du retard. Julie, je te laisse parler. Oui, alors ce qui me vient spontanément, c'est que je crois qu'à partir du moment où, en tant qu'aidant, on ressent le besoin, pouvoir l'exprimer, que l'échange ait été déjà ouvert ou pas, eh bien, ça doit pouvoir se faire dans le respect de la rencontre et du moment, tout en étant centré. Effectivement, bien parler de ses besoins, non pas imposer à l'autre de s'exprimer, mais bien de dire je ressens le besoin, voilà de quoi j'ai besoin moi en tant qu'aidante, en tant que fille, etc. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qu'il est possible de se dire aujourd'hui, de se dire demain? Voilà, d'essayer d'ouvrir, voilà, d'évaluer avec son proche ce qu'il est possible de partager, tout en restant effectivement dans l'expression de ce que ça provoque chez nous en termes de ressenti et en termes effectivement de besoin. Après, il y a une réponse positive, ouverte ou pas, mais en tout cas de ne certainement pas s'empêcher, d'après moi, de pouvoir exprimer comment on perçoit les choses, comment on aimerait que les choses se fassent dans la collaboration, etc. Gaëlle, toi qui es comme certaines d'entre nous ou certains d'entre nous avec des parents âgés mais qui sont toujours là, quelle est ton approche, toi? Alors en fait, avec mon papa, ça a commencé, le sujet a commencé à s'ouvrir parce qu'il sent qu'il décline et il y a énormément de pudeur. Et je me suis aperçue que j'ai commencé à leur parler en fait des directives anticipées. Et j'ai senti ce jour-là que ça les bousculait. Mais en fait, on en a discuté dans la perspective de respecter leurs désirs, d'être respectés jusqu'au bout dans ce qu'ils souhaitent, et que en fait, si ils donnent pas de consignes, on sera désarmé et on fera peut-être complètement, quelque chose qu'ils n'auraient pas du tout aimé. Donc c'était mieux d'en parler maintenant. Donc ça s'est ouvert par cette discussion-là. Et puis, mon papa, en fait, j'ai commencé à lui dire que finalement, je ne connaissais pas du tout sa vie, donc je l'ai enregistré. Et puis, je sens qu'il est de plus en plus, tendre. Et donc, j'arrive à lui demander comment il sent voilà, le fait que, bon, il sait qu'il est sur la dernière partie du chemin, mais c'est avec énormément de pudeur. Donc, en fait, je me suis rendu compte, c'est exactement ça, il n'est pas question de forcer pour forcer la discussion, et que c'est, comme disait Teddy, dans la subtilité du ressenti de chacun,
Ma maman, elle est mieux portante, elle a vécu un été très compliqué et qui lui a fait comprendre finalement qu'elle était, qu'elle était mortelle peut-être plus tôt que prévu. Et du coup, on en a, voilà, elle a mis en place, elle s'est renseignée, je lui ai donné tous les sites possibles imaginables, elle est allée sur Happy End, elle a découvert des tas de possibilités sur les urnes, etc. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'avec elle, elle a cette perspective de façon un peu plus joyeuse, c'est-à-dire que là, elle injecte des choses qui sont vraiment essentielles pour elle dans ce que voilà seront ses obsèques, etc. Et puis tous les deux ont fait un gros travail de mise en place voilà, de leur papier pour que ce soit le plus clair possible. Mais c'est vrai qu'aborder avec des personnes qui commencent à avoir un certain âge et qui savent, parce que c'est effrayant, je ne sais plus qui disait que c'était vraiment, voilà, la perspective de la mort, c'est un effroi absolu. Oui, et donc rappeler ça et dire j'aimerais qu'on en parle, tu n'as juste pas envie d'en parler parce que tu sais que ça va t'arriver dans pas si longtemps. Donc c'est vraiment voilà, dans la subtilité et dans la compréhension de ces ouvertures qui peuvent se faire petit à petit via des canaux comme ça sur des thématiques. Voilà, ce serait ce que je vous partagerais. Si je peux me permettre de rajouter, pour avoir accompagné, travaillé pendant 10 ans en EHPAD, ce que j'ai pu aussi observer, c'est que il peut être plus facile pour certains d'aborder la question avec un tiers qui n'est pas membre de la famille, pouvoir ouvrir le sujet avec peut-être, pour ceux qui sont en établissement, la psychologue de l'établissement ou à l'occasion d'un groupe de parole. Certains établissements osent parler de la mort, proposer des temps de parole sur le sujet, avec un bénévole, enfin voilà, un tiers qui peut effectivement, dans un premier temps ou jusqu'au bout, faire le relais avec la famille. C'est plus facile pour certains de s'ouvrir sur le sujet sans avoir à en parler directement avec un proche aimé. Je voulais demander à Christelle d'intervenir puisqu'elle est aidante et avec sa maman qu'elle a eue à domicile avant qu'elle parte comme moi avec les sweet papiers en EHPAD, mais avec la maladie d'Alzheimer. Quelle est ton approche, toi, avec le fait qu'elle ait eu cette maladie? Est-ce que tu as pu lui en parler, toi? Alors, moi, ma mère, j'ai eu cette chance qu'elle elle a parlé très tôt de quand elle disparaîtrait. Donc, c'était, je ne sais pas, bien avant qu'elle entre dans le grand âge. Donc, nous, on a su très tôt. Moi, dès 15 ans, je savais ses volontés et autres. Donc, aujourd'hui, avec la maladie, je n'ai pas on va dire cette inconvénient, cette non-connaissance. Mais ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, un peu comme le dit Teddy, c'est que si ton parent a ses facultés et qu'il ne souhaite pas ouvrir la question, le débat, ça ne sert à rien de le forcer. Enfin, ça va le braquer. Donc, ce n'est pas qu'il faut accepter, mais il y a quelque chose de ça. Et c'est vrai que c'est compliqué, mais je leur dis toujours, mais si c'était toi à l'inverse, est-ce que tu aimerais que du jour au lendemain, on commence comme ça à te poser des questions? Et c'est vrai que du coup, il n'y a aucune solution, on va dire, un peu optimale, hein, mais enfin, j'ai envie de dire un peu comme dans la vie, quoi. Il n'y a jamais de solution parfaite. Donc voilà, moi, j'ai eu cette chance que notre mère nous en a parlé très tôt, donc c'était très clair. Moi, là où ça a été difficile, c'est que par exemple, elle nous disait, ne me mettez pas en EHPAD. Oui. Sauf que voilà, c'était son choix, sauf que moi, je n'étais pas en capacité de donner vie à son choix et je me suis écoutée moi. Donc, voilà où moi, ça s'est joué pour moi, le fait de savoir ce qu'elle voulait et pourtant de ne pas le faire à 100%.
D'accord. Ben, merci de ton témoignage. Donc, je voulais revenir un peu avec Teddy parce que finalement, si j'ai abordé cette première question de parler de la mort avec nos proches, c'était pour parler vraisemblablement et surtout pour moi de tous les papiers parce qu'en tant qu'aidante, je me suis retrouvée quand même à chercher les documents partout. Et quand j'ai appelé Teddy il y a quelques mois pour faire l'interview, je lui ai dit au secours, si j'en ai 3 et qu'il y en a 3 qui meurent en même temps, comment je fais? Parce que là, moi, j'ai la brochette quand même. Hein. Ils sont tous… et c'est le plus vieux qui est le plus en forme. Donc, voilà. Mais voilà, c'était la question par rapport à Teddy. Donc, la deuxième question, c'était, moi, d'en parler de la mort avec nos proches, c'était aussi comment est-ce qu'ils avaient envie de partir. Donc, mon premier sweet papy, lui, m'a répondu, je m'en fous, je ne serai plus là. Donc, c'est clair. Il me dit, tu te débrouilles, m'en fous, je ne serai plus là. Mais je dis, mais tu veux quand même une cérémonie particulière, etc. Il m'a dit, non, faites ce que vous voulez. La seule chose, c'est que je veux être enterré avec mon uniforme de pilote. Bon, ok. Donc, je reviens vers Teddy parce qu'à travers les épisodes de podcast de Vivant et en même temps sur Tranquillité, tu parles beaucoup et moi, ça m'avait rassuré à l'époque, on a fait l'interview ensemble de tous les nouveaux acteurs du funéraire, quelque part, qui arrivent avec une autre vision. Je ne vais pas dire plus positive, mais différente, qui pour moi, c'est plus apaisant. Donc, entre autres, celle qui peut faire de la musique, qui est beaucoup plus agréable pour la cérémonie, ou celle qui t'organise toute je ne sais plus comment elle s'appelle, qui t'organise toute la cérémonie, etc. Et puis, Happy End, effectivement, qui te propose des solutions complètement différentes. Donc, est-ce que tu peux en parler, toi, Teddy, ou d'autres, si Julie veut en parler également de Happy End? Anne. Oui. Oui, Moi, pardon. c'est Christophe, excuse-moi. Oui. Je voudrais juste, parce que je vais partir, Je voudrais juste vous partager, parce que vous parliez sur un sujet, justement, le fait d'en parler ou pas. Effectivement, le choix des mots, je pense que c'est aussi très important. Et puis aussi, effectivement, l'instant qui doit être choisi ou pas. Et bien souvent, effectivement, quand on a des relations entre les parents et les enfants, cette relation, elle arrive plus ou moins tard, mais à un moment donné, les familles donnent une bride d'information. Moi, je prends un exemple pour ma maman, qui m'a déjà dit ce qu'elle voulait, et pourtant, elle a 65 ans, et on sait déjà un petit peu voilà, on sait ce qu'elle voudra, et mon père, c'est à peu près pareil. Mais là, je voudrais vous partager justement quelque chose où moi, j'ai vécu ça aussi en tant que tiers. Je crois que c'est Gaël qui parlait du sujet du tiers. Je partage tout à fait son point de vue. Je partage tout à fait son point de vue par rapport au tiers, puisque moi, j'ai été un tiers dans une relation où j'ai accompagné un couple de personnes âgées. Et donc, le mari est parti. Et l'épouse, la question qu'elle me dit, c'est Christophe, mon mari ne veut pas de cérémonie religieuse, mais moi, j'en ressens le besoin. Et du coup, effectivement, je dis, effectivement, là, ce qui est important, c'est ce que vous ressentez, vous, puisque vous le faites par amour. Quoi qu'il arrive, quand c'est fait par amour, on le fait toujours de façon bienveillante, quoi. Je pense que c'est important. Et vous voyez, pourtant, ils ont vécu, je ne sais pas, moi, peut-être 50 ans ensemble. Et ce n'est pas des sujets qu'ils avaient même entre eux abordés, quoi. Ils en parlaient comme ça, mais concrètement, quand on passe à l'acte, malheureusement, quand il y a le grand départ, est-ce qu'on a vraiment dit, est-ce qu'on a levé les derniers détails, tout ça? Après, à un moment donné, je pense que c'est le cœur qui reprend la raison et qu'en absence de position claire et officielle, je pense que l'aidant familial agira avec son cœur quoi qu'il arrive. Et après, comme l'aidant, lui, reste et le parent part, lui, il faut qu'il vive avec ça. Et le fait d'être apaisé soi-même en n'ayant rien à regretter, je pense que c'est extrêmement important. Donc après, effectivement, les choix des aidants, et là, cette dame-là, elle vit très très bien aussi le départ de son mari, pas parce qu'elle est contente qu'il soit parti, bien sûr, hein, mais parce que on a su l'accompagner. Elle a pris des décisions où elle n'était pas sûre à 100% de la vie de son mari, mais elle l'a fait de bon cœur, elle l'a fait vraiment par amour, et du coup, ça lui a permis aussi de passer ce cap. Donc, si ça peut aussi vous aider en tant qu'aidant familiaux, à un moment donné, c'est votre cœur qui prendra la raison. Et de toute façon, si vous aimez votre proche, voilà. Sur les démarches administratives, là pour terminer sur ce sujet, moi j'ai été
Donc, je suis allé aux pompes funèbres. Je ne connaissais pas, hein, j'ai fait la levée du corps, j'ai fait toutes ces choses-là. Bon, ce n'est pas une habitude, c'était une première pour moi. Et c'est vrai que quand je suis allé accompagner l'épouse pour le choisir, quand elle a choisi l'urne, le cercueil, toutes ces choses-là, les pompes funèbres ont remis un document à l'épouse avec toutes les démarches administratives, ou en tout cas les premiers acteurs à solliciter. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Alors bon, effectivement, c'est un fascicule où il faut accompagner les dents. Ça, c'est OK. Mais en tout cas, déjà, ça donnait déjà une trajectoire sur les démarches à faire et les priorités, quoi. Alors, on va redonner là, avant que tu partes, Christophe, on va vite donner la main à Teddy à ce moment-là pour au moins te répondre. Ça marche. Ouais, parce que du coup, j'entends ça. Et moi, quand j'entends ça, tout de suite, tu as vu, j'ai fait comme ça. Pourquoi si tu veux, le fameux document là, que beaucoup de pompes funèbres remettent aux familles, si tu veux, généralement, on a toujours affaire à ce même genre de document. Alors moi, je l'ai vécu pour mon grand-père, hein, très bien, puisque le démarrage, en fait, hein, de ce qui fait que je suis là aujourd'hui et que tranquillité.fr existe et que Vivant existe, etc., c'est le décès de mon grand-père en 2016, où ma maman a été aidante pour lui pendant 4 ans, 4 ans à son domicile, 24/24, 7 jours sur 7, etc., etc. Parce que mon grand-père ne voulait pas aller en EHPAD, ma maman était en invalidité et avait cette possibilité, on va dire, de respecter ça et de pouvoir vivre avec lui 7 jours sur 7, 24/24. Donc, c'était un choix, voilà, c'était un choix comme ça. Et donc, quand mon grand-père est décédé, je me suis occupé des démarches pour soulager ma maman. C'était le départ. Et le seul, effectivement, point de départ que j'avais de ça, c'était mon expérience en tant qu'assureur. Donc, une grosse facilité administrative, parce que quand tu es dans les assurances, les petites lignes et tout le bordel, on va dire tu connais, il n'y a pas de sujet. Et un document, effectivement, que m'avait remis la pompe funèbre. Ce document a plusieurs défauts, selon moi. Si tu veux, c'est qu'il véhicule des idées reçues qui font que des démarches qui pourraient être bouclées globalement en assez peu de temps, et quand je dis bouclées, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement toi qui as fait les premiers courriers et puis youpi, c'est tu as fait les courriers, tu as reçu les accusés réception et tu as la confirmation que tous les organismes ont fait le job. Et en fait, la problématique aujourd'hui, c'est que les démarches, en moyenne, une famille qui suit un document comme ça va passer entre 4 à 6 mois à tout boucler, parce que dans ce document-là, on va te dire dans les 7 jours, prévenez un tel, un tel, un tel, dans les 15 jours, prévenez un tel, un tel, un tel, dans les 30 jours, prévenez un tel, un tel, un tel. Donc déjà, le fait de prévenir, c'est très bien, voilà, mais on pourrait directement aller beaucoup plus vite en structurant un peu mieux nos demandes, en essayant d'anticiper un petit peu plus qu'est-ce qu'on fait de tous les contrats, de donner des instructions claires aux différents organismes sur qu'est-ce qu'on veut, est-ce que ce contrat, on veut qu'il soit transféré, modifié ou résilié, en joignant des pièces justificatives autres que juste l'acte de décès, parce que tu es sûr que si tu fais ça, tous les organismes, un par un, vont te écrire pour te dire il nous manque ça, 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 ça. Merci de nous informer qu'est-ce qu'on fait de ce contrat, comme ça, comme ça, comme ça. Et pour la facturation, il nous reste à régler ceci, 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 cela. Donc, le fait de prévenir, c'est bien, mais ça fait que derrière, tu te lances invariablement dans des allers-retours de courrier qui vont durer plusieurs semaines et plusieurs mois, à un moment où tu auras repris le cours de ta vie, toi, professionnelle, familiale et compagnie. Et tu seras aussi dans une autre phase, on va dire, du vécu de ton deuil. Alors après, ça change d'une personne à l'autre, etc. Mais on n'est pas dans le même état d'esprit dans les quelques jours qui suivent l'annonce du décès, les obsèques, et 1 mois, 2 mois après. Psychologiquement, ce n'est pas la même phase non plus. Voilà. Et puis, dans ces documents-là, on ne va pas te donner aussi toutes les informations dont tu as besoin pour récupérer les aides financières qui pourraient être données soit aux conjoints ou aux conjoints survivants, ou aux enfants, voilà, etc. Donc, il y a des grosses lacunes sur toute cette partie-là qui véhiculent simplement, si tu veux, l'image. Tu tapes démarche administrative sur Internet, quoi faire, tu vas tomber invariablement sur des blogs qui vont te dire, oui, dans les 7 jours, faites ceci, prévenez, prévenez, dans les 15 jours, prévenez, prévenez, dans les 30 jours, prévenez, prévenez. Et résultat, les aides financières aujourd'hui en France, on a plus de 60% des gens qui ne bénéficient pas des aides auxquelles ils ont simplement droit, parce qu'on a tendance à penser aussi que le versement des aides, c'est automatique, et puis que c'est juste un dû.
parce que c'est comme ça. On est en France et ça tombe tout seul. Ben non, ça tombe pas tout seul. Et si tu fais pas les demandes, tu les auras pas. Et si tu connais pas même ton éligibilité aux dizaines d'aides financières qui existent en France, il y a de grandes chances que tu passes à côté. Et c'est, à mon sens, c'est bien d'avoir ce document-là, si tu veux, mais ça suffit pas pour faire en sorte que ces démarches-là soient, on va dire, finalisées dans un délai relativement acceptable, voilà, et que les aides financières auxquelles les gens ont droit puissent être versées rapidement. Tu vois, à titre d'exemple, un dossier qu'on traite chez tranquillité.fr de A à Z pour un client, tous les dossiers sont bouclés 2 mois, 2 mois et demi, avec versement de la première mensualité de l'aide financière auquel la famille a droit, par exemple. En temps normal, tu as des versements qui peuvent, des pensions de reversion, ça peut durer, être versé au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, quoi. Parce que c'est un peu problématique. Voilà. Teddy, je te remercie beaucoup. Il faut vraiment que j'y aille, mais en tout cas, merci beaucoup pour l'éclairage, parce que je suis d'accord avec toi sur l'analyse. Comme je t'avais dit, moi, c'est la première fois que j'accompagnais un couple, mais j'aimerais beaucoup être en lien avec toi pour que tu puisses m'expliquer encore un peu plus dans le détail, pour que moi, je puisse être un relais de tranquillité.fr. Parce que tu m'envoies un petit message, Anne a mes coordonnées, elle te passera tout ça, je suppose, si vous êtes en lien. Voilà. Il n'y a aucun souci. Avec grand plaisir. Écoutez, merci beaucoup. Merci d'être venu, Christophe. Je dois vous quitter, vraiment. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Anne. Au revoir à tous. À bientôt. Hop, il y en a un qui part et un qui rentre. Alors, du coup, vous avez tous les deux quelque part un peu répondu à ma troisième question qui était pourquoi l'urgence à transmettre certains documents. Donc, on va avancer plutôt et revenir sur la deuxième question que j'avais pour toi, Teddy, qui était de préparer la cérémonie autrement avec les nouveaux acteurs. Si quelqu'un veut, en plus de Teddy, en parler, mais voilà, peut-être Julie, je crois que tu connais aussi Happy End, mais moi, c'était quelque chose qui, en tant qu'aidante, m'avait beaucoup rassurée. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux te dire là-dessus? En général, pas très mais rapidement, mais qu'il existe d'autres façons. Voilà, on va dire l'idée de base, c'est simplement alors déjà le constat moi que je fais, c'est que déjà beaucoup de gens vont dire quand on leur pose la question, qu'est-ce que tu as prévu pour tes obsèques? Il y a beaucoup de gens qui vont répondre, ah oui, moi c'est bon, c'est fait, c'est organisé, enfin c'est bouclé, je m'en suis occupé. En France, quand quelqu'un te répond comme ça, c'est intéressant de poser une deuxième question. Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait exactement? La majorité des gens te répondront, je suis allé voir mon assureur, puis on a fait une convention obsèque. Ouais. Dans la convention obsèque, ça permet de faciliter le financement des obsèques, d'accord, la prise en charge financière, mais par contre, tu n'as rien de prévu pour la cérémonie. Il y a certains assureurs qui prévoient des choses pour la cérémonie qui peuvent donner l'illusion aux gens que la cérémonie va être prise en charge, organisée de A à Z par l'établissement d'assurance. Donc, si c'est le cas, vraiment gros point de vigilance par rapport au respect simplement des volontés de la personne, parce que généralement, c'est des formules qui sont toutes faites. Et une anecdote que moi j'ai vécue quand j'étais dans le milieu de l'assurance, donc il y a quelques années, j'étais en face d'une dame qui me dit « Ah non, moi c'est bon, j'ai fait ça avec un assureur, donc concurrent, etc. » Et voilà, et je lui dis « Très bien, vous avez les documents, on va regarder ça ensemble, etc. » Et quand tu regardes, tu as les différents choix par rapport au cercueil, par rapport aux fleurs, par rapport à ceci, par rapport à cela. Et quand je lui demande, mais vous souhaiteriez quoi pour votre cérémonie, etc. Bon, elle était très centrée sur le cercueil, manifestement. Elle me dit, moi, c'est important que ce soit un cercueil en chêne massif, parce que mon mari a été inhumé dans un cercueil en chêne massif et je voudrais la même couleur, la même matière, le même truc. Et là, je regarde le contrat, je fais, alors là, c'est dommage parce que c'est du pain, madame, que vous allez avoir si vous gardez le contrat comme ça. Donc, les gens, ils approfondissent pas forcément le sujet de base. Donc, déjà, posez bien la question à vos proches s'il y a déjà une anticipation d'un point de vue financier, s'il y a déjà des volontés à l'intérieur et vérifier l'adéquation. Après, l'idée générale, en fait, c'est que en France, aujourd'hui, alors je sais qu'au Canada, au Québec, c'est beaucoup plus ouvert sur ces thématiques-là et au niveau des cérémonies, c'est quand même plus centré sur la vie vraiment de la personne, sauf erreur de ma part, hein, que simplement l'événement triste qu'est la mort, au final. L'idée générale, c'est vraiment de dire, OK,
on a perdu ce proche, bah, plutôt que de pleurer son départ, on va plutôt se concentrer sur quelle a été sa vie finalement. Qu'est-ce qu'il a transmis à ses enfants, quelle image il donnait, qu'est-ce qu'il aimait, c'était quoi ses passions, ses loisirs, etc. Et de créer du coup une cérémonie autour de tout ça. Et pas juste, je dirais, en mettant une musique qu'il aimait bien, tu vois, ou lisant un petit texte qu'il aimait bien. Non, avec plus de, on va dire, de mise en scène, prendre plus le temps, en fait, des témoignages, plus le temps de se remémorer finalement les possibilités, enfin voilà, le vécu de cette personne. Et donc sur le site Happy End, entre autres, qui est quand même à mon sens la ressource majeure qu'on a aujourd'hui en France, on trouve tout un tas de nouveaux acteurs autour du funéraire. Alors tu parlais du mot, est-ce qu'on peut dire mort positive? Non, peut-être pas, mais en tout cas de voir la mort comme un événement de vie finalement, comme les autres, et qu'on peut juste prendre le temps de mieux préparer, de mieux préparer à partir du moment où on l'accepte entre guillemets comme un événement faisant partie de la vie de tout le monde. Et voilà, donc moi, j'ai 36 ans, et quand j'ai commencé à travailler dans le milieu, moi j'avais un souci d'être déjà en adéquation avec ma propre mort à moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai anticipé toute ma cérémonie, mais quand je te dis toute ma cérémonie, c'est pas juste qu'est-ce que je veux, une crémation, une inhumation, etc. C'est vraiment quelle image moi je veux donner à mes proches, qu'est-ce que je veux leur transmettre, même une fois que je serai parti, en fait. Quelle musique je voudrais qu'il soit passé, quel texte j'aimerais. Voilà, donc moi j'ai écrit un texte à destination de mes proches qui sera lu par quelqu'un, et c'est moi qui leur parle, en fait. Par exemple, voilà, comment je verrais les choses. Et dans tous les témoignages aujourd'hui que moi je peux avoir à travers tranquillité.fr et principalement autour des échanges que j'ai avec les membres de Happy End, par exemple, principalement les cérémonies qui ressortent comme étant les plus belles, où les gens ressortent avec le sourire, si tu veux, mais un vrai sourire en fait. C'est typiquement, j'avais une anecdote d'une personne qui était, alors il y avait deux anecdotes en l'occurrence, donc une personne qui avait organisé le décès d'un pilote de course, en l'occurrence, et tu avais toute une mise en scène en fait dans la salle de cérémonie et même à l'extérieur avec des équipements qu'il avait, avec les casques, tu vois, enfin plein de photos, plein de trucs, etc. Et puis les gens, ils se baladaient un petit peu comme dans le musée de sa vie en fait pour la cérémonie. Tu avais aussi une autre personne qui était musicien. Et tout le, on va dire le passage entre la petite salle de cérémonie laïque, si tu veux, et le cimetière, il y avait un petit chemin à faire à pied. Ça a été fait effectivement en musique, avec sa fanfare qui a joué tout le long, etc. Et ça met une ambiance qui est complètement différente que le truc un peu où on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire, on se regarde même pas, enfin on se regarde, mais tu vois, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? En fait, non, on peut juste se regarder puis parler, en fait, simplement, normalement, être simplement soi-même dans ces moments-là, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important. De ne pas essayer de jouer un rôle du gars, tu vois, de porter un masque. Soyez simplement vous-même, en fait. Et c'est toute la philosophie de beaucoup de nouveaux acteurs du funéraire, à travers des célébrants laïcs qui vont vraiment se concentrer et prendre le temps avec la famille de monter une cérémonie qui rende vraiment un vrai hommage, entre guillemets, à la personne. Ça va être il y a Laetitia, par exemple, qui fait des petits papillons en origami qui peuvent être mis sur le cercueil. Tu peux avoir des cercueils qui vont être principalement dessinés, où tu vas pouvoir dessiner dessus en ardoise, où tu vas écrire des petits mots, des petites choses comme ça. C'est plein de petits symboles qui peuvent rendre un regard différent, en fait. Et se dire simplement que c'est possible, finalement, de faire la cérémonie vraiment qu'on veut et de pas forcément entrer dans une pompe funèbre avec le gars de la pompe funèbre qui va sortir, en cercueil, on a ça. Alors, vous voulez lequel? T'en sais rien, tu veux lequel? C'est quoi cette question? Enfin, tu vois, les urnes, on a ça, et tu vois, tu as le catalogue. Et non, à un moment donné, c'est pas le catalogue. Tu peux construire il y a vraiment tout un champ des possibles, vraiment, c'est ça, autour des cérémonies aujourd'hui, et tu peux faire vraiment strictement ce que tu veux.
Donc, il y en avait un que j'aimais bien, c'était de mettre une petite plaque sur le cercueil et avec ton QR code, ça te racontait la vie de la personne ou tu entendais éventuellement la vie de la personne. Enfin, ce sont des trucs nouveaux, novateurs, enfin, que je trouve, voilà, moi j'aimerais pouvoir enregistrer mon père et puis mon sweet papy et puis éventuellement je me colle devant et puis n'importe qui entend sa vie ou entend un petit extrait. Donc voilà, je voulais aborder ce sujet-là parce que parler de la mort, on l'a fait en premier. C'est aussi parler de la vie que d'essayer de faire la cérémonie. Ça. La seule chose qui me gêne aujourd'hui, c'est que finalement, on a très peu de temps pour le faire et qu'on a du mal à le faire avant. Justine, tu mettais un petit mot concernant Julie? Oui, juste comme vous en parliez, ça m'a fait penser vraiment à elle, notamment sur son compte Instagram. Donc, c'est Murmure, oui. Je trouve que les extraits qu'elle donne, hein, du coup, je sais pas, en réalité, enfin voilà, on n'est pas dans les événements en tant que tel, mais les extraits qu'elle partage, je trouve, montrent à quel point elle personnalise la cérémonie avec les personnes qui restent et à quel point je pense que c'est un temps aussi qui aide en fait au premier moment du processus de deuil où clairement les personnes ont un temps d'échange avec elle, dans ce que j'ai compris en tout cas à travers ses publications. Et il raconte aussi des choses de l'ordre de la vie du défunt ou de la défunte. Ouais, puis comme disait Christelle, si tu veux parler 2 secondes, Christelle, mais en plus, ça dépend un petit peu des endroits où, par exemple, les veillées antillaises, effectivement, c'est autre chose. Hein. Oui, en tout cas, pas dans l'Hexagone, parce que du coup, les Antillais qui sont arrivés dans l'Hexagone, on va dire, ils se sont un peu pliés au rite funéraire d'ici. Mais en tout cas, aux Antilles, ma mère, quand elle m'a raconté les cérémonies, c'était toujours très bizarre pour moi, parce que comme ce n'est pas ce que je vis, moi, dans l'Hexagone, mais elle me racontait les cérémonies et tu avais l'impression que c'était des grandes fêtes. Donc, tu as le corps, donc tu as des femmes ou des hommes qui prient, d'autres qui vont être là, ils boivent, ils mangent du chocolat, les enfants courent, ça rappelle des anecdotes. Et elle, voilà. Et donc, même quand il y avait de la tristesse, c'était toujours dans la vie et la façon, du coup, qu'elle avait de me narrer ça. Oui, et puis c'était tout le village, tout le quartier ou que sais-je. Mais c'est vrai, comme tu le dis, Anne, c'est... moi, il y a aussi cette question, comme tu dis, du temps. Le temps est court et donc, moi, par défaut, je serais tentée d'aller vers... des systèmes ou des manières de faire classiques pour faire cet adieu. C'est pour ça que je me dis que ce serait bien d'être accompagné par des gens qui peuvent t'ouvrir sur d'autres manières de célébrer ces derniers instants, quoi. Enfin, cette mort, quoi. Parce que tu te dis après la cérémonie, tu te dis après la cérémonie, une fois que c'est fait et tout, tu ne vas pas y retourner une semaine après pour refaire une deuxième cérémonie plus gaie ou plus différente. C'est ça. Exactement. Mais tu n'as pas besoin de passer par une célébrante, par une célébrante laïque en direct pour avoir une cérémonie qui ressemble à ton proche. Hein. Sur Appienne, tu as tout un tas de pompes funèbres vraiment qui sont portés sur cette volonté, sur ces nouvelles pratiques. Et tu en as vraiment beaucoup et un peu partout dans tout l'Hexagone. Donc, juste ça prend pas plus de temps en fait d'aller juste rechercher un prestataire pompe funèbre sur Appienne, dans l'occurrence, tu es sûr de tomber sur quelqu'un qui va être plus ouvert. Même s'il est loin de l'endroit où est décédé ton proche. Après, c'est toujours. C'est pour ça que je dis, il y en a un petit peu partout. Oui. Sur tout l'Hexagone, tu vois, n'importe quel prestataire, n'importe quel pompe funèbre te dira à partir d'un certain nombre de kilomètres, ça va coûter, le transport de corps, ça coûte très, 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 très cher en l'occurrence. Mais il y en a un petit peu partout dans l'Hexagone, hein, c'est pas aussi discret qu'on veut bien le penser. C'est juste que par réflexe, on va effectivement plus s'adresser à ce qu'on a en perception classique. Oui, parce que tu vas au cimetière et puis tu vas au cimetière et puis tu vois les 2 ou 3 obsèques, enfin 2 ou 3 pompes funèbres qui sont juste à côté, et pour le côté pratique parce qu'ils sont juste à côté, tu dis je vais prendre celui-là et puis voilà quoi. Hein. Donc exactement. Mais moi je voulais à travers cette conférence aussi dire que il y a possibilité d'anticiper avec toi
pour le faire, pour les documents. Et il y a en même temps possibilité peut-être d'anticiper aussi la cérémonie ou telle qu'on a envie de le faire, surtout que quand on a des suites papier et mamie, on sait que voilà, ça va arriver. C'est pas comme quelque chose qui est une mort qui arrive d'un seul coup auquel on ne s'attendait pas. Là, on sait qu'on devrait. Et là, c'est après tout le souci d'entamer cette discussion-là aussi avec le reste de la famille. Je pense que Christelle est au courant comme moi. Je veux dire, quand on a le reste de la famille, c'est difficile de leur faire comprendre ça. Donc, je voulais terminer sur les nouveaux acteurs du funéraire pour bien insister. Merci beaucoup, Teddy. Je voulais dire bonjour à Anthony. Merci de nous avoir rejoints. Encore un podcasteur. Il n'y a que ça, c'est fou. Là, je crois qu'à part Justine et Anne, et Julie, pardon. Et Julie, mais Julie est dans un épisode prochain aussi avec moi. J'aurais voulu faire parler un petit peu Madame Gaëlle pour aborder le sujet de nous, comment est-ce qu'on peut être un peu plus apaisé dans ces moments-là. Avant, est-ce que je peux juste poser une question, enfin juste un récap avec Teddy. Donc, parce que moi, mes parents, ils ont un contrat obsèques. Donc, en fait, il faut qu'on vérifie ce qu'il y a d'inclus dans le contrat obsèques et de voir avec eux si c'est en adéquation avec ce qu'ils voudraient faire. Donc, déjà, faire cet exercice-là. Mais je vois que ma mère, par exemple, dans ce qu'elle m'a dit qu'elle souhaitait, ça rentre a priori pas dans ce qu'a l'air d'être un contrat obsèques. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même se pencher sur les contrats eux-mêmes. En fait, si tu veux, c'est une catégorie précise de contrat qui est quand même, on va dire en France, tu as moitié de ce type de contrat-là où tu as des packs de cérémonies qui sont déjà tout montés avec, où tu vois, tu as tel cercueil, telle urne, tel truc. Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper important de vérifier simplement sur le côté matériel que ça colle vraiment au souhait, entre guillemets, parce que ça peut avoir de l'importance effectivement pour les gens. Voilà. Et après, effectivement, tu as tous les autres contrats où là, il n'y a pas du tout d'établi de volonté. C'est juste un aspect financier. Et le but du jeu du contrat, c'est soit de virer l'argent au prestataire de pompe funèbre qui aura exécuté les obsèques, ou soit aux proches. Voilà. Mais effectivement, attention à ça. Et de voir si, au-delà effectivement de ce qui est prévu dans les petites cases, de voir s'il y a possibilité d'autres personnalisations. Et ce n'est pas forcément gagné d'avance, cette partie-là. Donc, méfiance. Aussi, juste par rapport à l'aspect financement, et puis j'en finirai là-dessus parce que je suis intarissable sur le sujet et j'aurais plein de mille et un conseils, mais juste rappeler qu'un contrat obsèques en tant que tel a pour but simplement de faciliter le financement des obsèques. Par faciliter, c'est le déblocage des fonds ultra rapide. Au-delà de ça, une personne qui a de l'argent de côté sur un compte, et que cet argent-là, a priori, suffirait pour financer les obsèques, en gros, le contrat n'a pas beaucoup plus d'intérêt que ça, sachant qu'aujourd'hui, une pompe funèbre peut, sans aucun souci, prélever sur le compte du défunt, ordonner à la banque de prélever sur le compte du défunt jusqu'à 5 000 euros pour payer les obsèques, en fait. Donc, voilà, s'il y a 5 000 euros sur un compte, le contrat obsèques en tant que tel n'a pas grand intérêt, entre guillemets, puisque la pompe funèbre peut aller directement servir et que globalement, ça reviendra strictement au même, en fait. Donc, je ne suis pas là pour bâcher tous les contrats obsèques, mais c'est ce que je disais, le discours que je tenais en tant qu'assureur à l'époque. Ça sert uniquement pour les gens qui n'ont pas les moyens financiers, où les enfants ne pourraient pas aller accéder aux comptes. D'ailleurs, ils ne pourront pas parce que les comptes vont être bloqués très rapidement. Plus sur cette histoire de limite de 5 000. En dessous de 5 000, et c'est le coût moyen d'une cérémonie aujourd'hui, en général, c'est 3 500, 3 800. Crémation, inhumation confondues, on est à peu près là-dessus aujourd'hui. Donc, avec 5 000 euros, en général, on arrive à joindre les deux bouts, qu'on passe par une pompe funèbre qui est plutôt raisonnable sur les tarifs. Voilà. Est-ce que ça a répondu à ta question, Gaëlle? Oui. Non, mais je crois que le sujet des contrats obsèques, c'est vraiment un sujet sur lequel il faudrait qu'il y ait des gens qui se penchent, Teddy, parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même beaucoup de détenteurs qui n'ont jamais donné l'info et qu'il y a des sommes énormes qui ne sont jamais reversées et jamais utilisées. Donc, regarde, alors, c'est chiant parce que du coup, tu vas me lancer un bâton et à chaque fois, j'oublie de rebondir.
Juste par rapport à ça, parce que ça c'est important, tu as, alors comme tu dis, il y a plein de contre-obsèques dont la famille n'a pas connaissance. Ouais. Aujourd'hui, tu as, et ça c'est valable, ce que je dis là, donc c'est valable sur les obsèques et sur les assurances-vie aussi, tu as aujourd'hui une association en France qui s'appelle l'AGIRA, donc AGIRA, qui est une association, donc c'est 100% gratuit, et qui te permet, à partir du moment où tu vas sur leur site internet, de rechercher, de faire une recherche de tous les contrats obsèques et tous les contrats d'assurance-vie qu'une personne défunte peut disposer. Et ça prend 2 minutes de faire et 2 minutes top chrono, hein. C'est-à-dire que j'ai fait de Google jusqu'à la fin, et en prenant le temps, ça prend 2 minutes. Voilà, je te jure que c'est vrai. Et ça prend 2 minutes de faire une demande de recherche d'un contrat obsèque. Donc, ce qui va faire que l'AGIRA, en fait, va interroger le fichier national, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a un fichier national qui existe depuis 2014. Donc, il permet d'éviter justement le fait que ces fonds-là partent à la Caisse des dépôts et consignations et après partent à l'État français passer un certain nombre d'années, accessoirement. Voilà, et c'est valable pour les contrats obsèques et c'est valable aussi pour les contrats d'assurance vie. Donc, logiquement, la démarche, en fait, précise, ça serait déjà au moment du décès, forcément, le premier document à vérifier, c'est le livret de famille. Il y en aura besoin pour la déclaration en mairie de toute façon. Donc, le livret de famille, moi, ce que je disais à mes clients, et beaucoup d'assureurs disent ça, c'est de glisser la carte de souscription du contrat obsèque dans le livret de famille. Donc déjà, si tu as une carte dans le livret de famille, ben, globalement, il y a normalement un contrat obsèque. C'est tout bête, mais voilà. Donc tu passes un coup de fil, il débloque les capitaux, youpi. Deuxièmement, si tu n'as pas de petite carte, ben ouais, va faire un tour sur l'AGIRA, fais ta demande, ça prend 2 minutes. Et en général, sous, allez, on va dire 3 semaines à peu près, tu reçois une réponse, effectivement, pour te dire oui, il y a un contrat, non, il n'y a pas de contrat. Et s'il y a un contrat, on t'indique l'établissement et ça va informer aussi l'établissement du décès. Donc, l'établissement aura l'obligation de te contacter pour débloquer les fonds, que ce soit sur le contrat obsèque et sur le contrat d'assurance vie. Donc voilà, c'est juste la petite astuce. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Mais comme en France, il y a des gens qui font payer pour ce truc qui coûte strictement rien, ça serait dommage quand même. Voilà. Alors, Christelle te répond, Teddy reconnu d'intérêt public. C'est clair. Je savais qu'il fallait que je t'ai comme invité. Intérêt public. Merci, Christelle. Tu me lances sur le sujet démarche, obsèques, financement et compagnie, et aide financière. Je peux te dire que je peux quand même être assez utile. Globalement, oui. Mais on peut continuer sur ce biais-là. Si d'autres ont d'autres questions, Christelle. Pour vos consultations personnalisées, profitez-en, je suis là. Voilà. Anthony, bonjour. Tu avais des questions dans ta voiture ? Bonjour, je ne sais pas si je vais être bien entendu parce que ça résonne. Non, j'écoute. Merci beaucoup, c'est intéressant, c'est hyper intéressant en fait. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas comme élément. Effectivement, moi je me disais, est-ce qu'il y a une astuce quand par exemple les gens veulent se faire, alors là je dévie peut-être un peu, mais les gens veulent se faire incinérer, mais qu'ils n'ont pas envie que leur urne soit posée dans un endroit officiel, on va dire. Est-ce qu'on peut utiliser le truc ou pas? Tu peux. Il n'y a pas d'obligation que l'urne soit scellée dans un endroit particulier. Ce n'est pas une obligation. L'urne ne peut pas être gardée par un proche membre de la famille. Ça, c'est le seul truc. C'est que tu ne peux pas, en tant que proche, ramener l'urne à la maison et la mettre sur la cheminée. Ça, c'est totalement interdit aujourd'hui. Par contre, ça peut être en France, ouais, en France. Hein, je parle en France, hein, puisque je n'irai pas me mouiller sur d'autres contrées. Mon Dieu, non. Mais en France, en tout cas, tu n'as pas le droit. Par contre, on a des possibilités de dispersion de cendres avec autorisation de la mairie, mais c'est assez bien accordé hein, globalement, pour que ça soit dispersé en forêt, etc. Tu as même une société qui peut disperser les cendres en mer, en toute légalité, dispersion par drone au-dessus du Mont Saint-Michel, c'est possible, ça existe. Et tu peux globalement faire pas mal de choses. Après, c'est juste que ça soit encadré à minima et qu'il y ait 2-3 déclarations.
ça ne vend pas du rêve, c'est un drone au-dessus du Mont-Saint-Michel, mais je te remercie de l'idée. En tout cas, chacun ses rêves, mon ami, chacun ses rêves. Et en forêt, Anthony, en forêt. Non, mais c'est pas ça. Mais l'idée, c'est, ça veut dire que tu peux pas ramener l'urne chez toi, mais alors, ça veut dire que ton urne, quand la personne est incinérée, donc on la donne pas l'urne. C'est-à-dire qu'elle est remise à quelqu'un d'officiel, en fait, après ou Si tu veux, elle va pas être remise immédiate. Enfin, voilà. Après, si tu veux, c'est une organisation à voir avec la pompe funèbre de toute façon, parce que la pompe funèbre a l'obligation d'encadrer la dispersion des cendres, si tu veux. C'est pour ça qu'on ne peut pas repartir avec. Normalement, en général, ça se fait en 2 temps, c'est-à-dire que tu as la crémation et après, il y a la cérémonie de dispersion des cendres. Globalement, souvent, il y a des jardins du souvenir qui sont juste à côté des crématoriums qui font plus ou moins rêver parce que c'est souvent beaucoup plus bétonné que dans l'esprit jardin, les pâquerettes et tout ça, hein, j'en sais quelque chose. Hein, moi, mais le jardin du souvenir de mes grands-parents, la première fois que j'y suis allé, waouh, quel beau jardin, quel beau mur bétonné, quelle belle plaque de marbre et quel beau gravier au sol, c'est vraiment top. Tout ça sur même pas 50 cm, c'est vraiment top. Voilà, mais tu as pas mal de possibilités. Voilà. Et la pompe funèbre encadre tout ça. Et il suffit que toi, tu aies connaissance de tout ce que tu peux faire. Voilà, tu dis juste, moi, j'aimerais que ça soit fait comme ça, comme on fait. Et ça a eu de se débrouiller derrière pour que ça puisse être fait, tout simplement. Ouais. Donc, tu n'as aucune liberté, en fait, quelque part, de le faire où tu veux, comme tu veux, à moins de pouvoir négocier la récupération, quoi. Oui, non, mais tu peux pas si tu veux, mais ça, c'est rapport aux fameux soucis familiaux. Tu vois, imagine la fratrie, 3, 4, 5 frères et sœurs. Il y en a toujours un ou deux dans le lot qui s'entendent souvent pas. Bizarrement, ça ressort en plus au moment du décès. Hein. Si ça n'a pas été exprimé avant, bizarrement, ça ressort souvent dans ces moments-là. Voilà, on peut pas. Voilà, pour ces raisons-là, c'est pour ça que c'est encadré, en fait, principalement. C'est pour ça. On va dire ça comme ça, pour simplifier. Ok, je te remercie. Il va falloir trouver des combines, quoi. Merci. Merci, Anthony. Julie, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que il se trouve que j'ai rencontré ce week-end un couple qui est créateur et propriétaire d'un jardin remarquable et qui a créé déjà et qui a fait intervenir un sculpteur, donc l'endroit où il voudrait que leurs cendres respectives soient réunies, donc dans le jardin. Et ça avait l'air très fluide et très évident pour eux. Dans leur cas, quelles vont être les démarches, une demande? Est-ce que c'est un terrain privé? Est-ce que ça pourra aboutir ou est-ce qu'il y aura une demande à la mairie ou est-ce que c'est demande à la mairie, mais oui, dans l'idée, c'est pas une difficulté en fait. C'est plus simple si c'est encore une fois écrit sur un testament ou quelque chose comme ça, tu vois, qu'il y a un papier. Parce que là, il y a une fratrie de 5 qui est tout à fait au clair. Les enfants jouent déjà sur le futur lieu. Enfin, voilà, grimpent dessus. Enfin, c'est très évident, apparemment, dans la fratrie et dans la famille. Voilà. Donc, c'est un projet qu'on pourrait voir aboutir, a priori. Ah oui, complètement. Oui. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. D'accord. Bon, ben, merci. Encore une bonne question. Donc, j'en reviens à Gaëlle ou à qui veut parler, ou Louise après. Je voulais revenir sur ce qui était possible, ce qui existait aujourd'hui pour nous apaiser un peu, nous, en tant que famille ou en tant qu'aidant dans ce moment-là. Est-ce qu'il existe, j'aime pas le terme solution, mais est-ce qu'il existe, alors les remèdes, on va en parler peut-être un peu plus avec Louise Maena après, plutôt la façon d'être apaisée qui existe aujourd'hui avec Gaëlle? Écoute, moi je pense que déjà quand tu es face à des obsèques, à un décès récent et à des obsèques, tu es dans un tel maelstrom ou d'émotions et tout ce qui est administratif, possiblement, voilà, c'est le début du processus de deuil, donc il y a peut-être du déni. Enfin, il y a tout un contexte qui fait que c'est pas forcément facile de prendre du recul et de se dire là, j'ai besoin d'un break ou de me faire du bien. Ça va peut-être venir un petit peu plus tard. En shiatsu, c'est vrai qu'on peut intervenir à tout moment, mais c'est vrai que souvent, les personnes que j'ai, il s'est passé un petit peu de temps
à partir du moment où voilà, où il y a ce décès qui est arrivé, qu'il y a eu ce tunnel administratif et de remise en place de la vie. Donc, voilà, après, c'est chacun qui voit en fonction de ce que ça a comme conséquence et comme répercussion psychosomatique, parce qu'après, il y a le shiatsu, mais il y a plein d'autres pratiques de bien-être, et il faut aller là où on sent que ça va nous faire du bien, ce à quoi on est plus réceptif. Et puis, donc, c'est corporel, c'est psychocorporel, parce que c'est holistique, qu'il y a vraiment une approche corps-esprit. Voilà, et puis en fonction de ce que le deuil génère, c'est possiblement d'aller voir un psychologue si on en ressent le besoin, ou un sophrologue, ou faire de l'hypnose s'il y a besoin, mais ce n'est pas forcément le cas Et puis, il y a des associations avec des bénévoles, des groupes de parole, etc. Donc, c'est vraiment à l'aune de ce qu'on sent qui va nous faire du bien. On n'est pas forcément capable d'identifier tout de suite ce que ça va être. Et puis, il faut parfois être passé au travers de difficultés plus lourdes pour se dire « Ah là, j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi ». Ça peut être des insomnies, ça peut être voilà, des tensions musculaires qui deviennent insupportables, des sciatiques qui reviennent, des maladies plus lourdes et qui font qu'à un moment donné, on se dit oui, mais là, en fait, je me suis oubliée et il est important que je reprenne soin de moi parce que sinon, je ne vais pas aller bien et ça va aller de mal en pis. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je pourrais partager là. Mais en tout cas, ce qui est important, et moi, c'est vraiment mon credo, c'est qu'on a vraiment oublié que le corps des vivants avait vraiment des répercussions psychosomatiques qu'on oubliait et qu'on n'est pas malade parce qu'on est en deuil, mais on peut être malade. Enfin, c'est pas en plus du deuil, mais on peut être malade parce qu'on est en deuil et que le corps et la répercussion émotionnelle que ce deuil peut faire, ce décès peut avoir généré, elles ne sont pas oubliées parce que ça signifie qu'il y a des émotions à vivre et qu'en les travaillant quelle que soit la pratique à laquelle on aura accès, ça permet de faire recirculer l'énergie, d'apaiser les tensions, d'apaiser les émotions qui peuvent être exacerbées et donc du coup de faire une traversée du deuil plus apaisée, si on peut dire ce mot-là, en tout cas peut-être un peu moins violente pour certains. Ouais. Bon, merci beaucoup Gaëlle. Je suis contente parce que finalement sur le plateau, on a deux sophros, Anthony qui fait de la sylvothérapie, Julie les carnets de deuil comme Gaëlle, Justine qui aide aussi, Louise Maëna, Christelle et moi finalement on est les deux aidantes quelque part et Teddy plus sur la partie administrative. Je vais laisser la parole à Louise Maëna qu'on entende cet accent que j'aime tant. Je m'excuse, je profite pour dire que je partirai à 17h15 pour une écoute justement d'endeuillé. Voilà, tout à fait. Merci Julie. Merci. Louise. Parfait. Bon, ben écoute, j'en ai appris plus sur comment ça se passe chez vous. Ici, juste pour compléter en rapport avec ce que Teddy disait, puis les célébrations, tout ça, ici, les salons funéraires ont déjà des salles qui peuvent être utilisées pour la célébration au moment je veux dire, on va dire l'enterrement. Okay? Bon, même pendant tout le moment de l'exposition. Même chose pour les cendres, on n'est pas restreint comme vous l'êtes chez vous. Ici, on peut repartir avec l'urne et la mettre effectivement sur la tablette du foyer. En tout cas, bref, à chacun d'en décider, mais on n'a pas autant de restrictions à ce niveau-là. Pour qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'on appelle ici le mandat. C'est sûr que c'est toujours bien de régler ces choses-là, comme le testament, au moment où la santé est là, et puis qu'on peut en faire, mon Dieu, une rencontre. Là, moi, c'est ce qui est arrivé avec ma mère.
tout a été fait très à l'avance. Et donc, quand est arrivé le moment, juste à activer le mandat, puis bon, comment je dis ça, répondre aux dernières volontés. Ça n'a pas été très compliqué. Côté paperasse, la famille, c'est une autre histoire. Et là, on parlait paperasse aujourd'hui. Voilà. Alors, pour qu'est-ce qui est d'apaiser, l'apaisement, dans le avant, pendant et après, je suis très d'accord avec Gaëlle, il y a plusieurs façons de faire, que ce soit le shiatsu, le réflexo, bon, il y en a qui vont s'adonner au qigong, il y en a qui vont s'adonner au yoga. Ici aussi, on a le service de psychologue de deuil qui est accessible directement avec le salon funéraire. Donc, on n'a pas à chercher, on a simplement à lever la main et dire oui. Ça peut être excellent. Puis, je dirais, même quelqu'un qui ne pense pas en avoir besoin, c'est toujours bien de prendre un moment. Puis, utiliser ces services-là, on va aller découvrir quelque chose qu'on avait oublié. Hein? Vaut mieux le traiter maintenant plutôt que de le traîner trop longtemps. Alors, moi, je vais vous parler aussi des huiles essentielles, l'aromathérapie. Bon, je vous dirais que dans le cadre de la rencontre d'aujourd'hui, qui était très paperasse, hein, et très paperasse de fin de vie, bon, disons que mon chapeau d'aromathérapeute ici va vous parler des huiles de passage. Hein? On pourrait utiliser, là on est vraiment en fin de vie, fin de vie. On peut utiliser le Liban, on peut utiliser le Nord, on peut utiliser la rose de Damas. Ça, c'est un incontournable pour favoriser justement un meilleur passage, hein, de notre proche. Bon, des fois, notre proche, c'est nos parents, mais des fois, ce proche-là peut être un ami. Mais bref, la personne qui est sur le chemin du passage. Hein, et que les huiles essentielles vont être très intéressantes dans ce moment de très fin. Okay? Et dans le avant aussi, hein, on peut utiliser en olfaction, que ce soit pour la désodorisation, pour apaiser l'atmosphère, pour favoriser l'endormissement. Et chez le proche aidant aussi, on peut utiliser des huiles essentielles qui vont être très favorables pour aider dans tout ce passage du avant. Parce que bon, là, on parle de la mort, du moment de la mort, la paperasse et tout ça. Mais du côté humain, cette personne a peut-être des douleurs, a peut-être d'autres besoins. Donc, pour aller un peu plus loin dans l'aromathérapie avec l'olfaction et les applications locales, et même on va parler un petit peu d'hydrolat, on a planifié, Anne et moi, une rencontre le 7 décembre, 20h30, hein, heure de France. Oui, 20h30, heure de France. Alors là, on va pouvoir aller un peu plus loin. Et si vous avez des questions dans l'intervalle, vous pourrez les acheminer à Anne qui me les passera, puis je pourrai répondre plus particulièrement à vos questions ou en tout cas préparer quelque chose qui pourra répondre à vos besoins. Déjà, je vais penser, naturellement, ces proches sont souvent en douleur, des fois de l'anxiété et de l'angoisse. Qu'est-ce qui nous préoccupe souvent aussi, c'est les fameuses plaies de lit, hein, les escarres. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On veut éviter la septicémie. Donc, on peut, en tout cas, j'ai pensé à une brochette d'applications simples, naturellement, et pour vous aider dans le avant-dernier souffle, puisque la paperasse va vous aider au dernier souffle et après. Mais ça doit être préparé avant. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Julie, tu t'en vas? Oui, je vous quitte. À Bonne bientôt. soirée à tous. On te retrouve bientôt. Beaucoup. Merci d'être passé. Merci beaucoup.
Voilà, c'était pour terminer un petit peu sur ce point-là, puisque je vais organiser, ça ne sera plus la conférence aidante, là, ça va être un suite atelier, ça va être un atelier organisé avec Louise Maena et d'autres personnes. On va voir, ça va être un format un petit peu différent le soir pour essayer de trouver des solutions pour les aidants. Donc, vous êtes bien entendu invités à venir partager ce moment-là. Je voulais remercier Virginie qui est en vacances. Et qui n'a pas beaucoup pu parler. Anne, on ne t'a pas entendu trop parler non plus. Je pense que tu nous écoutes, mais tu ne peux pas forcément parler. Oui, je vous écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, j'ai trouvé, j'ai pris en cours de route, mais en fait, tout ce que j'ai entendu, voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça a fait écho parce que du coup, moi, j'ai accompagné mon papa de l'année dernière, donc je me suis retrouvée dans tout, dans ce que Louise Maena vient d'évoquer sur l'avant, le passage, voilà, et après toute la partie administrative. Waouh, génial. Effectivement, c'est quand même le moment où c'est le plus compliqué de pouvoir trouver l'équilibre entre les nécessités administratives et pouvoir se retrouver soi pour avancer dans son deuil. Et je suis assez d'accord sur le fait que parfois on ne voit pas la nécessité tout de suite de prendre soin de soi et que c'est souvent notre corps qui nous fait signe. Et pourtant, je suis moi-même sophrologue, donc j'ai eu quand même les outils pour gérer ça, mais malgré tout, il m'a fallu quand même un peu de temps pour réaliser ça, en fait. Voilà. Donc oui, je réécouterai tout le début de la conférence en replay, mais j'ai trouvé ça hyper riche, hyper intéressant. Merci. Merci beaucoup, Anne. Teddy, je vais te laisser le mot de la fin. Nous dire, en tout cas, te remercier 1000 fois parce qu'on a fait un épisode qui était passionnant ensemble, qui, je pense, explique bien tranquillité.fr et Vivant. Et tu m'as parfaitement bien répondu sur toutes les questions. Et l'épisode est très vivant aussi, hein, parce qu'on rigole bien. On rigole bien. J'ai demandé à Teddy s'il l'avait écouté. Il m'a dit, moi, je ne réécoute jamais. Bon, bah, ok, d'accord. C'est pas perso. Non, c'est pas perso, c'est juste que voilà, tu vois, c'est comme c'est la Toussaint, tu sais, donc là j'ai eu un article dans la presse là, ici dans ma région et mon père, tu vois, super content de l'article. Waouh, t'as un article, c'est cool, une demi-page, machin. Là, je lui dis, t'as pas vu les 3 pages dans le magazine Résonance funéraire, hein, parce que celui-là, il est vraiment chouette. Ouais. Il me dit, t'as acheté le journal? Bah, je lui dis, bah non. Il me dit, bah pourquoi? Bah, je lui dis, je suis pas auto-satisfait de moi-même, tu vois, je suis pas auto-fan de moi, au point de m'encadrer et de faire des trucs comme ça. Donc non, généralement, je ne réécoute pas déjà les podcasts que je fais avec les autres, tu sais, pour le montage, tout ça. Mais après, je vais pas me réécouter et je réécoute pas généralement mes interventions. J'aurais un regard trop critique, je me trouverais en nul. tout cas, j'étais vraiment ravie. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont écouté, heureusement, et qu'il y a plein de pépites dedans, je le rappelle. Et je suis très contente que tu aies accepté cette invitation. Et puis, je vous remercie tous. Anthony, tu n'as pas beaucoup parlé, mais tu vas avoir aussi ton épisode qui ne va pas tarder à arriver parce qu'avec Anthony, on a fait un épisode sur la sylvothérapie, sur la façon d'emmener entre autres les personnes âgées ou les aidants en forêt, entre autres, hein, parce qu'on a parlé aussi d'autres choses, de plein d'autres choses que tu fais aussi de ton côté, qui sont vraiment super. Justine, je ne t'ai pas laissé beaucoup parler, mais avec plaisir pour te retrouver très, très bientôt. On a perdu Madame Evitin, donc elle est partie. C'est pas grave, on lui a refait un petit coucou, et puis elle a essayé de rentrer plusieurs fois, mais elle doit avoir un petit souci. Et puis, merci encore à tous. J'espère que la conférence vous a instruit et que vous reviendrez aux prochaines. La prochaine, c'est dans 15 jours. Et puis, merci encore ma co-animatrice. Avec plaisir. On a passé encore un bon moment et j'espère que ça va continuer. Voilà. Prenez soin de vous tous. Merci beaucoup à tous et puis à très, très bientôt. Passez une belle journée, même si c'est la fête des morts. Il fallait parler de la vie quand même. Voilà. Merci, Anne. À bientôt. Merci. Belle soirée. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye. J'ai pour habitude de dire que quand on n'a pas connu la mort, on ne sait pas c'est quoi la vie. Voilà. Mais voilà. Louise. Ciao, à bientôt. Merci beaucoup à tous. Bye bye.